Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo sur la programmation réactive avec RxJS. Son objectif est de démontrer l'utilisation pratique de RxJS en résolvant des problèmes simples et complexes. Ce sera l'occasion d'explorer l'utilité de certains opérateurs tels que switchmap, concatmap, statwif, combine-latest, debounce-time, pour ne citer que cela. Nous combinerons ces différents opérateurs pour résoudre différents types de problèmes. Pour vous donner une idée des problématiques que nous allons aborder, nous traiterons deux cas principaux liés à la recherche. Un premier cas qui est une recherche simple, comme celle effectuée via une zone de recherche similaire à Google, et un second cas qui est une recherche multicritère, impliquant des requêtes envoyées à plusieurs endpoints. Comme prévu qui poursuit cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance de la programmation réactive avec RxJS. Si ce n'est pas le cas, alors je vous recommande une de mes précédentes vidéos détaillées sur le sujet. Pour la pratique dans cette vidéo, j'utiliserai un projet Angular. Et ce choix est motivé par le fait qu'Angular intègre nativement RxJS pour la gestion de la réactivité. En particulier, Angular propose des formulaires réactifs, en anglais Reactive Forms, basés sur RxJS, permettant une gestion fluide des interactions avec les formulaires. Angular fournit également le service HTTP Clients, qui permet de réaliser des requêtes HTTP et d'obtenir des réponses sous forme d'observables, offrant ainsi une grande flexibilité. Notez que même si vous n'êtes pas familier avec Angular, cela ne vous posera pas problème, car à la fin, nous manipulerons uniquement des observables. L'avantage d'utiliser Angular ici est qu'il nous épargne la création manuelle d'observables, par exemple, en se connectant aux éléments du DOM via l'opérateur FromEvents. Pour la pratique dans cette vidéo, nous utilisons deux projets distincts dont les liens vers les dépôts Git seront fournis dans la description de la vidéo. Nous avons donc deux projets dont l'un représente le projet backend et l'un le projet front-end. Donc concernant le projet backend, il s'agit du projet sur lequel je suis actuellement, qui est nommé RX0 Server. Donc ce projet représente une API ou un serveur local de test vers lequel nous effectuerons nos requêtes. Donc nous n'aurons pas à modifier le code source de ce projet. Et concernant le second projet qui est nommé RX0 Angular, qui représente la partie front, il s'agit du projet représentant l'application que nous souhaitons développer et qui nous servira donc de pratique. Donc c'est sur ce projet que nous allons nous focaliser. Il faut également noter que ces deux projets sont accompagnés de fichiers README pour vous faciliter l'installation ou la mise en place, afin de démarrer dans les mêmes conditions que moi. Donc si nous prenons le projet serveur ou la partie backend représentant l'API vers laquelle nous allons effectuer nos requêtes, après avoir récupéré le projet, il nous suffit de suivre les instructions ici pour pouvoir procéder à sa mise en place. Donc une fois le projet récupéré, il suffit de se placer à la racine du projet et d'exécuter la commande npm install pour procéder à l'installation des dépendances du projet. Ensuite, vu que le projet est basé sur du TypeScript, il faudra procéder à son build après l'installation des dépendances. Donc pour cela, il faut juste exécuter la commande npm run build. Et après la phase de build, on peut lancer le projet localement en utilisant la commande npm run start. Donc cela permet de démarrer une application localement et cette application est accessible sur le port 3000. Donc dans mon cas, j'ai récupéré le projet et j'ai exécuté ces différentes commandes déjà dessus, ce qui me permet d'avoir un serveur qui est fonctionnel sur le port 3000. Donc ce serveur nous met à disposition un certain nombre de endpoints dont les documentations sont fournies ici. Donc nous disposons de principalement 3 endpoints. Donc si nous utilisons ici notre outil Insomnian qui s'apparente à Postman, donc nous disposons, après le démarrage du serveur représentant l'API, de 3 endpoints. Donc nous avons un endpoint qui nous permet de récupérer la liste des développeurs. Donc nous verrons à quoi cela sert tout à l'heure. Donc lorsque je fais une requête vers ce endpoint, j'ai la possibilité de récupérer la liste des développeurs qui appartiennent à un pays, qui travaillent sur une techno et qui ont un certain niveau d'expérience. Nous avons le second endpoint qui nous permet de récupérer les informations sur un pays en se basant sur le code numérique du pays. Nous avons le troisième endpoint qui nous permet de récupérer des informations sur la devise ou la monnaie utilisée dans un pays en fournissant ici le code alphanumérique du pays en question. Donc là, si nous prenons par exemple le Maroc ici, dont le code est 504,
On voit ici que le code le code alphanumérique correspondant au pays est le MA. Donc on peut utiliser plus tard ce code pour pouvoir récupérer les informations sur la devise utilisée dans le pays en question, dont le code est passé ici. Donc on voit que c'est le Maroc et nous avons les différentes informations sur la devise. Donc ces différents endpoints nous fournissent la possibilité de pouvoir effectuer par exemple des requêtes en passant certains paramètres. Donc on voit ici que le endpoint qui nous permet de récupérer des informations sur le pays ou sur les pays nous permet par exemple d'effectuer un filtre en passant un critère ici qui représente le nom du pays. Donc si on passe goal ici, ça veut dire que ça va nous retourner tous les pays qui contiennent, dont les noms contiennent ici la valeur qui est passée ici, qui est goal dans ce cas. Donc si je fais par exemple go ici, et que je fais ça, donc ça va me retourner tous les pays dont le nom contient go. Donc si on fait par exemple fr ici, donc ça me retourne tous les pays dont le nom contient fr. Donc si nous nous référons maintenant au projet client, donc nous venons de voir à quoi ressemble le projet backend, c'est-à-dire la partie API. Donc si nous nous intéressons maintenant à la partie client, donc il s'agit d'un projet Angular classique. Donc après avoir récupéré le projet, il suffit de se placer à la racine du projet et d'exécuter également la commande npm install pour pouvoir procéder à l'installation des dépendances. Et une fois les dépendances installées, il nous suffit de faire npm run start qui va démarrer également le projet client, comme nous l'avons exécuté ici. Donc ici, j'ai fait npm run start qui me permet de démarrer la partie front, qui sera donc accessible sur le port 4200. Donc si je me rends dans mon navigateur sur la partie client, donc j'ai accès à une page qui se présente comme suit. Donc lorsqu'on vient par défaut sur l'application, donc cette application nous donne accès à deux pages. Donc nous avons une première page qui représente une page permettant de faire des recherches multicritères, donc nous allons aller dans les détails par la suite. Et nous avons une seconde page qui nous permet de faire une recherche qui est similaire à une recherche sur Google. Maintenant que nous avons pris connaissance de comment mettre en place notre environnement de développement, nous pourrons passer maintenant au requirement, c'est-à-dire la demande ou l'implémentation que nous souhaitons réaliser. Concernant la première implémentation, le besoin peut se résumer comme suit. Nous disposons d'un endpoint qui retourne une liste de pays. Donc il s'agit du endpoint que nous avons ici. Donc nous avons un endpoint qui nous retourne une liste de pays, comme nous l'avons ici. Donc par défaut, ce endpoint nous retourne la liste de tous les pays, avec la possibilité de pouvoir filtrer, si nous le souhaitons, cette liste en passant des query parameters comme nous l'avons fait ici. Donc l'idée, c'est que nous souhaitons implémenter depuis notre interface ici, ou depuis notre application, une fonctionnalité de recherche. Et cela en utilisant la barre de recherche que nous avons ici. Donc l'idée, c'est que lorsque je tape par exemple FR ici, que je souhaite lister ici tous les pays dont le nom contient FR, comme nous l'avons fait tout à l'heure ici. Donc pour pouvoir réaliser cette implémentation, nous allons commencer par voir à quoi ressemble le projet et nous mettre auparavant des différents composants que nous allons utiliser pour atteindre cet objectif. Donc si je vais rapidement ici au niveau du routing et que je me réfère à la configuration de routing qui est ici, donc on me dit que sur la page, lorsque je tape le lien Search, que je veux être redirigé sur le composant Search Page. Donc c'est ce composant qui représente ma page que nous regardons ici, la page à laquelle nous avons accès ici. Donc je peux réduire même ceci vu que nous n'avons pas besoin. Donc si on se réfère au code de cette page, donc on voit ici que nous avons deux composants sur cette page. Donc nous avons un premier composant qui représente notre zone de recherche ou notre formulaire de recherche. Et nous avons un second composant ici qui est censé afficher la liste des pays. Donc il suffit de passer à ce composant ici une liste de pays pour que ce composant l'affiche. Donc ici nous lui passons par défaut une liste qui est vide, d'où l'affichage, d'où le fait que nous n'avons rien qui est affiché sur l'interface ici. Donc l'idée c'est de s'assurer que depuis ce composant, lorsqu'on fait des recherches,
que les résultats issus de cette recherche soient envoyés à l'extérieur en utilisant l'événement result que nous avons ici et que ce résultat soit affiché ensuite dans la liste que nous avons ici en utilisant le composant que nous avons là. Donc ça veut dire que dans le onResult ici, nous devons nous assurer de passer la liste des pays vérifiant le critère de recherche. Et dès que nous avons cela, donc le composant ici va se charger d'afficher cette liste. Donc l'idée, c'est de se focaliser, ou le travail à faire serait de se focaliser sur ce composant. Vu que nous n'avons rien à faire ici, l'idée c'est de se débrouiller pour envoyer les bonnes informations pour que ces informations s'affichent juste là. Donc on va se focaliser sur le composant en question, qui est le composant de recherche. Donc comme je le disais tout à l'heure, Angular nous fournit une façon de gérer les formulaires de façon réactive en nous fournissant une API qui nous permet de manipuler directement les contrôles, les émissions d'événements au niveau des contrôles de formulaires comme étant des observables. Donc si on se réfère au code que nous avons ici, donc le plus important pour nous ici, donc on va se focaliser sur ça. Donc on voit que nous avons un petit formulaire ou un champ. Nous avons un champ de recherche et ce champ de recherche où nous réalisons ici un binding sur ce contrôle. Donc si on voit à quoi ressemble ce contrôle, il s'agit du contrôle que nous avons créé ici. Et au niveau d'Angular, nous disposons d'une propriété ValueChange au niveau des contrôles pour nous permettre d'écouter des changements d'état ou des valeurs au niveau d'un contrôle. Donc déjà, la valeur ici, il s'agit d'un observable, comme on peut le voir ici. Donc si nous souhaitons par exemple écouter les changements de valeur au niveau de ce champ en question que nous avons ici sur l'interface, il suffit de se brancher sur ce contrôle que nous avons ici. Donc le travail à faire nous est déjà marqué ici. Donc on nous dit de récupérer ici la liste. On dit fetch, country and emit the list. The components is sort of black box here. Donc on nous demande juste de récupérer la bonne valeur et de la passer à l'API que nous avons ici. Donc si nous décommentons le code que nous avons ici, donc nous avons déjà un service, et si on vérifie le service, qu'est-ce que ça fait, le search country? Donc il suffit de passer un test à ce service, et ce service va se charger de faire l'appel que nous faisons tout à l'heure à travers notre interface ici. Donc c'est ce que nous avons ici, ça s'apparente à ce que nous avons ici. Donc pour pouvoir faire cette requête, donc Angular passe par un service qui est le HTTP client, fait appel au get, qui correspond au nom de la méthode que nous souhaitons appeler, et passe le endpoint en question. Donc le endpoint en question, si on vérifie, il s'agit du endpoint que nous venons de voir. Donc il s'agit du localhost 3000/countries, qui correspond à ce que nous avons ici. Correspond exactement à ce que nous avons ici. Donc le service ici se charge de faire appel à ce endpoint en passant les bonnes informations. Donc ce que nous devons faire ici, c'est de nous débrouiller pour passer le test, passer à l'utilisateur de passer le bon test ici pour que l'appel se fasse vers le service pour nous fournir les bonnes informations. Donc si on revient ici, donc l'idée c'est je mets en commentaire dans un premier temps ceci. Donc ici, il suffit de faire un subscribe ici pour souscrire sur le flux et écouter les changements de valeur ici. Donc ça veut dire que dans mon subscribe ici, les valeurs que je vais écouter ici vont correspondre, si je fais un console log ici, ces valeurs vont correspondre aux valeurs renseignées par l'utilisateur. Donc une chose importante aussi que nous avons vu dans la vidéo sur la programmation réactive, c'est qu'à chaque fois que vous vous souscrivez à un flux, il faut désouscrire de cela. Donc Angular offre un opérateur pour pouvoir faire cela, qui est le take until destroy. Donc au lieu de récupérer la souscription et d'aller faire un subscribe dessus, donc Angular nous fournit un opérateur qui est le take until destroy, qui nous permet de faire cela de façon automatique à la
destruction du composant dans lequel nous nous trouvons. Donc ça veut dire que lorsque le composant de recherche ici sera détruit, donc cette souscription sera détruite également automatiquement. Donc on va commencer juste par afficher la valeur ici et mettre en place progressivement les choses pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça veut dire que ici, je m'attends dans ma console, lorsque je retourne ici, lorsque je tape du test, je m'attends à avoir la valeur qui m'est affichée ici. Donc on voit que la valeur est bien affichée dans la console. Mais l'idée n'est pas d'afficher la valeur, mais de la passer à notre service en question. Donc pour pouvoir faire cela, donc il va nous falloir juste déplacer ce que nous avons ici et l'insérer là. Donc nous allons ensuite remplacer le set test que nous avons ici. Donc ça représente le set test finalement. Ça représente la valeur qui est passée ici, lors de la récupération de la valeur. Donc en procédant ainsi, nous récupérons la valeur et nous pouvons ensuite l'utiliser pour faire ce que nous voulons. Mais une chose importante à savoir ici, déjà, en faisant ceci, on passe bien la valeur au service. Mais vu que ceci est un observable, donc il va falloir souscrire dessus pour que la requête soit déclenchée. Donc sans ça, la requête ne sera pas déclenchée parce que nous avons vu que les observables sont called par défaut. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que il faut souscrire sur les observables pour que la production de valeur soit déclenchée. Donc le called vs hot observable. Donc si on revient ici, donc même si je tape des valeurs ici, on voit que si je me réfère à la partie réseau, donc je n'ai aucune requête qui se fait ici. La raison elle est simple, c'est parce que je ne fais pas de souscription ici sur le flux en question. Donc ici, nous avons finalement deux flux. Nous avons un flux en externe et un flux interne ici. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir souscrire dessus et traiter le résultat issu de la souscription. Donc ça veut dire que ce qui nous sera retourné à la fin sera la liste des pays. Et ici, il va falloir faire quelque chose de cette liste. Donc on va faire juste dans un premier temps un affichage et voir à quoi cela ressemble. Donc là, je retourne sur mon interface, je tape F, donc je vois qu'il y a une requête qui se fait maintenant, je tape R, je vois qu'il y a une requête qui se fait actuellement. Donc on voit que cela nous retourne bien, si je pars dans la partie preview, que ça nous retourne bien les listes qui correspondent aux critères de recherche. Donc en procédant ainsi, on vient de résoudre partiellement le problème. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à émettre le résultat vers l'extérieur pour que ça soit affiché par notre composant. Donc pour pouvoir faire cela, on va juste utiliser le code qui est ici pour remplacer le console log que nous avons là. Donc on va refaire le test. Donc je reviens sur mon interface, je tape fr. Donc on voit que j'ai ma liste qui est affichée en utilisant le composant qui est en bas ici. Donc en procédant de cette façon, c'est bien, nous avons résolu le problème. Mais en faisant une souscription à l'intérieur d'une autre souscription de cette façon, on crée ce qu'on appelle un nested subscription. Donc on fait une souscription à l'intérieur d'une autre souscription. Et cela, en procédant de cette façon, on perd le contexte d'exécution du flux. Donc ceci est considéré comme un anti-pattern lorsqu'on travaille avec RxJS. Et pour pouvoir éviter cet anti-pattern et garder le flux de souscription, on passe par l'utilisation de ce qu'on appelle des high order observables. Donc c'est des opérateurs particuliers qui permettent de prendre en entrée un observable et de retourner en sortie un observable, d'où leur nom high order observable, comme les high order functions qu'on a en JavaScript. Donc pour pouvoir éviter cet anti-pattern que nous avons, d'abord je vais commencer par faire un petit clean ici, en enlevant les codes que nous avons en commentaire. Donc nous allons modifier un peu ce code pour arriver à cela, pour éviter ces souscriptions que nous avons à l'intérieur d'une autre souscription ici. Donc je vais juste reprendre ce code, vu que ceci c'est le mauvais code, je vais faire ceci. Nous allons garder cela comme référence pour comparer cela au code final que nous aurons à la fin. Donc je disais tout à l'heure que pour pouvoir réaliser cela, il nous faut passer par un high order observable. Donc il y en a
plusieurs. Donc, il y a le concat map, le merge map, le switch map, etc. Donc, la question à se poser ici, est-ce que nous souhaitons faire une requête à chaque fois que l'utilisateur modifie la valeur ou qu'il y a une nouvelle valeur qui arrive ici? Ou est-ce que nous voulons attendre que le flux en amont finisse ou arrive à la complétion avant de réaliser la requête? Donc, ces questions vont nous permettre de déterminer le bon opérateur à utiliser. Donc, dans notre cas, nous ne voulons pas que le flux s'arrête, vu que c'est un flux qui va continuer par émettre des valeurs. À chaque fois que l'utilisateur va taper des valeurs, on souhaite toujours émettre ces valeurs. Donc, le flux ne va pas compléter jusqu'à la fin de l'application, c'est-à-dire jusqu'à la description de cette page. Donc, le flux va continuer par émettre. Donc, ça veut dire dans ce cas qu'on ne peut pas utiliser le concat, par exemple, concat map pour pouvoir réaliser cela. Donc, dans notre cas, nous souhaitons créer un nouveau flux en se basant sur le flux que nous avons déjà ici. Donc, on veut créer un nouveau flux qui sera le flux qui va permettre de faire la requête et c'est sur ce flux que nous souhaitons souscrire. Donc, pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser le switch map. Donc, qui permet de créer un nouveau flux à chaque fois qu'il y a une émission sur le flux en amont ici. Et autre chose, c'est que nous souhaitons annuler, en supposant, d'ailleurs au niveau des requêtes HTTP, lorsque l'utilisateur se met à faire ça, donc ça veut dire que nous avons plusieurs requêtes qui sont effectuées. Donc il se peut que la première requête qui est réalisée ici ne se termine pas avant la requête qui suit. Et dans ce cas, au niveau de l'interface, on peut avoir un comportement bizarre, c'est-à-dire que les résultats reçus au niveau de la première requête vont peut-être arriver, au niveau de la dernière requête, vont peut-être arriver plus tôt ou plus tard que la requête précédente. Pour éviter ce comportement bizarre, donc on utilise le switch map. C'est-à-dire que s'il y a une requête qui est déjà en cours et qu'il y a une nouvelle requête qui est là, donc on va annuler la précédente et se brancher seulement sur la dernière requête. Donc ça évite d'avoir des comportements bizarres où lorsque une des requêtes tarde, que nous ayons des résultats de l'avant-dernière requête à la fin, alors que nous nous intéressons juste à la dernière requête, ce qu'on appelle les race conditions. Donc pour éviter les race conditions, on utilise le switch map. Donc ici, je vais utiliser le switch map. Donc il s'agit de high order observable, c'est-à-dire qu'il prend quelque chose en entrée, donc il prend le flux en amont. Donc les résultats de ce flux en amont, il pourra les récupérer comme paramètre ici. À la fin, il doit retourner un nouveau flux qui est le flux en sortie, sur lequel sera branché les éléments qui se trouvent, qui écoutent ce flux à la fin. Donc ce que nous pouvons faire dans ce cas, c'est que lorsqu'on fait les changements de valeur s'opèrent ici, donc la valeur qu'on va récupérer ici sera finalement la valeur de recherche. Donc en sortie, nous devons retourner maintenant une nouvelle valeur qui va correspondre au flux de sortie. Et notre flux de sortie maintenant, c'est ce flux que nous avons ici. Donc il suffit de faire ceci et de retourner ça comme flux de sortie. Donc en procédant de cette façon, ça veut dire que nous mettons en place un flux, ici, le flux en amont. Lorsqu'il y a une émission de valeur, à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission de valeur, donc on a un nouveau flux qui sera recréé. Et tout ce qui se trouve, tout ce qui souscrit sur ce flux va écouter la dernière valeur qui sera émise sur le flux en sortie ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'utiliser le switch map, ça nous permet d'annuler toutes les requêtes qui y avaient déjà en cours ou tous les flux qui étaient déjà en cours d'exécution. Donc on les annule, on souscrit sur le dernier flux qui est recréé ici. Donc en procédant de cette façon, il nous suffit maintenant juste de faire un seul subscribe ici. Donc on peut faire maintenant un subscribe ici. Et là, on aura le résultat qui sera issu de l'appel vers le serveur, c'est-à-dire le dernier flux qui émet la valeur ici. Donc ça veut dire qu'au final, la valeur qu'on aura ici en sortie sera la liste des pays. Donc on peut maintenant utiliser cette valeur pour mettre à jour notre valeur interne. Donc on peut maintenant faire ceci.
Donc, en procédant de cette façon, on vient d'éviter de faire des souscriptions à l'intérieur d'une autre souscription comme on l'avait précédemment effectué ici, qui est un anti-pattern. Donc, si on retourne sur l'interface et qu'on fait un petit test, donc si je mets FR ici, donc je vois que j'ai le résultat escompté. Donc, en supposant que je tape ici TO, donc à chaque fois, j'ai le résultat issu de la dernière requête qui m'est affichée. Donc, si je fais TB, donc j'ai le résultat correspondant à la dernière requête qui est effectuée. Donc ici, les appels vers le serveur sont rapides, mais en supposant que les appels que nous faisons ici ne sont pas rapides et que ça traîne, donc en changeant les conditions de réseau par exemple, si je prends par exemple 3G et que je tape directement les valeurs ici, donc vous allez voir qu'il y a un comportement ici, c'est-à-dire que les requêtes précédentes, on voit que ces requêtes sont annulées et que c'est seulement la dernière requête prise en compte. Donc c'est dû à l'opérateur switchmap que nous avons utilisé. Et j'avais dit que cela annule toutes les requêtes en amont à chaque fois qu'on a la réception d'une nouvelle valeur qui va créer un nouveau flux qui sera le dernier flux que tous les souscripteurs qui étaient branchés sur le flux vont écouter au final. Donc, il y a l'annulation des précédentes requêtes et on se concentre juste sur la dernière requête qui sera, et dont le résultat final sera le résultat en sortie du flux. Donc, ce qui explique ce comportement qu'on a ici. Donc, le switch map peut être utilisé lorsque nous avons un besoin comme ça, ou si nous souhaitons considérer que la dernière requête et annuler toutes les requêtes. Donc, l'idée, c'est qu'on annule l'écoute des anciens flux et on se branche à chaque fois sur le dernier flux. Qui est le flux créé en interne en utilisant le switch map. Donc si je reprends encore la requête ici, si je tape FR ici, donc j'ai tapé F suffit de R. Et vu que je suis dans des mauvaises conditions réseau, c'est le FR, la dernière requête qui est prise en compte, mais l'avant-dernière a été annulée. Donc ça c'est l'utilité du switch map. Donc en supposant que nous revenons dans les bonnes conditions, donc si je réactualise notre page, et que je refais les requêtes ici, tout se passe bien jusque nous réalisons ici plusieurs requêtes vers le serveur. Donc ça, c'est pas bon pour le serveur vu que nous tapons plusieurs fois sur le serveur. En supposant que quelqu'un s'amuse à faire ceci, donc on voit que nous faisons plusieurs appels vers le serveur. Donc c'est pas intéressant pour le serveur vu que nous faisons plusieurs requêtes. Donc nous pouvons optimiser un peu cela et éviter de faire trop de requêtes vers le serveur. Donc pour éviter de faire ça, on peut dire que entre deux valeurs saisies comme ça au clavier, que nous souhaitons avoir quand même un temps d'attente entre le temps où on tape une valeur et la seconde valeur comme ça. Lorsqu'on fait la saisie, qu'on veut attendre un minimum de temps avant d'envoyer la requête. Donc pour faire cela, on utilise le debounce time, qui est un opérateur RIJS. Donc ça nous évite d'envoyer plusieurs requêtes comme ça, mais d'envoyer des requêtes pendant un laps de temps. Donc il faut que le temps entre je tape, en supposant que je tape FR, il faut que le temps entre lequel je tape F et R, qui est quand même un delay ou un temps minimum que je dois préciser en millisecondes entre ces deux valeurs pour que la valeur soit prise en compte. Donc sinon, la valeur n'est pas prise en compte. Donc, qu'est-ce que cela permet d'éviter? C'est que lorsque l'utilisateur tape rapidement comme ça, donc ces valeurs ne seront pas envoyées tant qu'il n'y a pas ce temps minimum entre les valeurs que je saisis comme ça. Donc nous allons réaliser cela pour voir à quoi cela correspond. Donc ici, nous avons dit que nous avons des émissions de valeurs et que nous voulons réaliser par exemple un debounce time ici. Donc il faut placer une valeur qui varie entre 300 et 500 millisecondes par exemple. Donc dans notre cas par exemple, je vais dire que je veux un debounce time de 500 millisecondes. Nous allons voir le résultat que ça va donner sur l'interface. Donc lorsque je tape rapidement des valeurs comme ça, on voit que cela n'a pas d'effet. Il faut un delay. Donc si je laisse j'arrête la saisie, on voit que c'est là que la valeur est envoyée. Donc au lieu d'avoir plusieurs valeurs qui sont envoyées à mon serveur, donc il y a un delay entre
différentes valeurs et c'est lorsque j'arrête de saisir que la valeur est envoyée vers le serveur. Donc c'est le debounce time qui nous permet de faire cela. Donc je refais, donc je tape par exemple FRA. Donc on voit que c'est FRA qui est envoyé à la fin. Donc j'annule tout ceci, je refais. Donc déjà lorsque j'efface tout le contenu, on voit qu'il y a un delay avant d'envoyer la valeur. Donc lorsque je fais FR, j'attends un peu, c'est là que le FR est envoyé. Donc en supposant que je veux y tamper, par exemple French. Donc si je fais ceci, FR. Donc j'ai pas plusieurs requêtes qui sont faites ici, à savoir F, R, E, N, C et H. Mais j'ai une seule requête qui est faite à la fin lorsque j'attends un peu. Donc vous pouvez contrôler ce delay en utilisant le debounce time. Donc une chose aussi également qu'on peut avoir dans certains cas, en supposant que l'utilisateur tape la valeur French et que après il tape encore qu'il fasse ceci, supposons que l'utilisateur fasse ceci, il efface la valeur et qu'il fasse comme ça. Donc on voit que il faut un certain temps avant que la requête se fasse. Mais ici on peut aller plus loin, optimiser encore les choses et dire que nous voulons faire ce debounce, mais en plus de ça, si la valeur entre les différentes saisies ne change pas, que nous ne souhaitons pas faire de requête. Donc pour faire cela, on utilise un opérateur qui est le distance until change. Donc ça permet de dire que je vérifie à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission de valeur. Si la valeur qui est mise à la fin est différente de la valeur précédente, c'est seulement dans ce cas que j'émets une valeur pour pouvoir faire ma requête. Donc c'est le distance until change qui permet de faire cela. Maintenant, dans notre cas, si je reviens ici, supposons, on va faire un test. Est-ce que si je tape, par exemple, F en majuscule, R en majuscule, est-ce que ça marche ou pas? Donc ici, on voit que l'API supporte le minuscule et le majuscule, donc il n'y a pas de souci. Si on aurait procédé à une conversion de la valeur avant de l'utiliser. Donc pour pouvoir procéder à cette conversion de la valeur, en supposant que nous souhaitons réaliser la conversion vers du minuscule à chaque fois avant d'utiliser la valeur. Donc on aurait pu utiliser par exemple le map pour pouvoir faire cela. Donc on va prendre la valeur actuelle qui est value dans notre cas. Donc on va dire que ça représente notre test qui est saisi par l'utilisateur et que si cette valeur, lorsque cette valeur est là, que nous souhaitons convertir ça en du lowercase. Ici, j'ai pas importé l'opérateur, donc c'est le map. Donc je vais faire to lowercase ici, qui va me dire que la valeur n'est pas OK. Donc ici, je vais supposer que c'est une chaîne de caractères et que je peux faire du to lowercase dessus. Mais il faut noter que cette valeur, il se peut que cette valeur soit nulle. Donc si cette valeur est nulle, je fais quoi dans ce cas? Donc, je peux simplement mettre ici soit un ternaire ou faire quelque chose comme ça. Donc je vais vérifier ici. Donc on va dire si la valeur est nulle par exemple. Donc si la valeur n'est pas renseignée, donc que nous souhaitons retourner par exemple une chaîne vide. Et sinon, nous souhaitons retourner ceci. Donc on peut également procéder de cette façon. Donc il me manque juste quelque chose ici. Donc si on retourne sur l'interface avec ce qu'on vient de faire, donc même si on met FR en majuscule, donc cela va se convertir en minuscule. Donc quel que soit ce qu'on fait, la valeur sera toujours envoyée en minuscule. Mais ça, c'est pas un besoin que nous avons, donc on peut enlever ça. On n'en a pas besoin. Donc si je tape FR, c'est envoyé en majuscule. Si je tape EN comme ça, tout est envoyé tel que je tape la valeur. Donc nous venons de résoudre une première partie du problème
qui est le fait de pouvoir permettre à l'utilisateur de faire des recherches en utilisant la barre de recherche que nous avons ici. Concernant la deuxième implémentation que nous souhaitons réaliser, qui est une recherche multicritères, le besoin est le suivant. Nous avons une liste de développeurs freelance travaillant dans différents pays, sur différentes technologies et ayant différents niveaux de compétences. Donc cette liste nous est fournie à travers ce endpoint que nous avons ici. Donc si je me réfère à ce que j'ai ici, donc, en supposant que je ne précise pas les paramètres ici, si je fais ça, donc on voit que nous avons une liste de développeurs et que pour chaque développeur, nous avons des informations qui nous permettent de savoir sur quel techno le développeur travaille, quel type de développeur il est et quel est son niveau. Nous avons la possibilité de filtrer également cette liste en utilisant des query paramètres. Donc, on peut préciser le type et dire que nous souhaitons, au lieu d'avoir des développeurs qui sont full stack, que nous souhaitons avoir seulement des développeurs front-end et qui sont de niveau expert. Donc, lorsqu'on fait cette requête, on voit que nous avons maintenant des développeurs qui sont seulement de type front-end et qui sont des experts. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de mettre en place une implémentation qui va permettre à des recruteurs potentiels de pouvoir filtrer cette liste grâce à la recherche multicritères que nous avons ici. Et en plus de cela, l'idée, c'est d'afficher pour chaque développeur la devise dans laquelle il doit être payé en fonction de sa localisation. Donc l'idée, c'est que lorsque nous choisissons par exemple front-end ici et que nous prenons expert, que nous listons tous les développeurs qui vérifient ce critère et que nous souhaitons également savoir dans quelle devise nous souhaitons payer ces développeurs. Donc, nous avons vu tout à l'heure que pour la liste des développeurs, nous disposons d'un endpoint nous permettant de récupérer ces informations. Donc, il suffit de fournir le type et le niveau pour avoir la liste adéquate. Donc, la seconde chose qui nous manque à réaliser maintenant, c'est de pouvoir afficher la devise, c'est-à-dire la monnaie dans laquelle il faut payer le développeur. Donc, pour cela, nous utiliserons d'autres endpoints en plus du endpoint retournant la liste des développeurs. Donc, nous disposons pour cela d'un premier endpoint qui permet de retourner les informations sur un pays en passant en paramètre ici le code numérique du pays. Donc, si on se réfère à la liste des développeurs ici, donc on voit que nous avons des countries qui sont affichés ici. Donc, pour chaque développeur, nous avons un country qui est affiché ici. Donc, nous disposons d'un endpoint qui nous permet à partir de cette valeur. Donc, lorsqu'on passe cette valeur ici en paramètres, donc cela va nous retourner des informations sur le pays. Donc, on voit dans ce cas qu'il s'agit du Cameroun. Donc, nous avons un troisième endpoint qui nous retourne des informations sur la devise d'un pays, mais en utilisant le code alphanumérique du pays ici. Donc, il s'agit du code alphanumérique qui est ici. Donc, ça veut dire que pour pouvoir connaître la devise dans laquelle il faut payer le développeur, ce développeur, donc il nous faut dans un premier temps récupérer le code du pays que nous avons vu tout à l'heure qui est 120, le code numérique. Donc passer cela en paramètre à ce endpoint qui retourne les informations sur le pays, ce qui nous a permis d'avoir ces informations et ensuite utiliser ce code pour pouvoir récupérer les informations sur la devise ici. Donc il faut passer maintenant le CM en paramètre ici pour pouvoir récupérer le nom de la monnaie ou la devise dans laquelle il faut payer l'utilisateur, ou plutôt le développeur. Donc pour pouvoir atteindre notre objectif sur l'interface ici, donc il va falloir réaliser dans un premier temps la récupération des bonnes valeurs ici, effectuer une première requête pour pouvoir récupérer la liste des développeurs comme nous l'avons fait ici, et de façon séquentielle, réaliser une première requête pour pouvoir récupérer les informations sur le pays et utiliser maintenant le code pour pouvoir récupérer l'information sur la devise et ensuite l'afficher sur l'interface pour le recruteur. Donc nous allons essayer de mettre en place là, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la recherche. Donc ici, nous allons commencer par nous mettre sur le bon composant. Donc il va falloir retourner à la configuration de routing. Donc il s'agit du filtre. Donc, si on analyse rapidement cette page et qu'on se réfère au contenu, donc nous avons un filtre ici. Et ce filtre envoie certaines informations à travers l'événement filter que nous avons ici. Donc, si on regarde le onFilter ici,
Donc on voit qu'on doit envoyer vers le composant que nous avons ici, c'est-à-dire le composant parent. Il nous faut envoyer depuis ce composant des informations permettant de faire la recherche multicritère, qui nous permet de regrouper, de retrouver les informations du développeur. Donc il nous suffit ici de passer les bonnes informations, c'est-à-dire le critère, pour que cela soit utilisé pour faire l'appel ici et afficher l'information sur le développeur. Donc si on revient ici, il va falloir se focaliser dans un premier temps au niveau de ce filtre, vu que le filtre ne marche pas pour le moment. Donc lorsqu'on fait ça, nous n'avons aucun comportement, nous n'avons aucune requête qui est effectuée, alors que nous voyons ici que le code qui doit permettre de faire cet appel est déjà existant. Nous allons essayer de nous focaliser sur ce composant et voir comment nous pouvons mettre en place là. Donc si on se réfère à ce que nous avons ici, nous avons des contrôles, deux contrôles. Donc un premier contrôle représentant le niveau et un second représentant le type. Donc il s'agit de contrôles nous permettant de récupérer la valeur de ces deux champs que nous avons ici, champs de formulaire que nous avons ici, c'est-à-dire les radios, boutons. Donc ici, si on se réfère au code que nous avons ici, donc on peut oublier tout ce que nous avons ici. Donc tout ça, c'est pour créer l'interface. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Donc on voit que comme dans le cas précédent, nous avons des value change qui nous permettent d'écouter les changements de valeur au niveau de ces deux champs. Donc pour tester déjà le fait que les choses marchent bien ici, on peut déjà souscrire sur ces deux flux. Donc je peux faire ici level ici. Donc je peux faire un subscribe dessus. Donc cela va me permettre d'écouter juste les changements de valeur sur ce champ. Donc ça c'est une forme simplifiée, juste pour tester rapidement. Donc je viens là, j'ai dit ici que je veux écouter les changements de valeur sur le level. Donc le level, il s'agit de ça. Donc si je viens dans ma console et que je clique sur mid, donc je vois que la valeur change pour me passer à chaque fois les valeurs correspondant à la dernière case que j'ai cochée. Donc on voit que dans le cas du all, c'est nul. Dans le cas du junior, c'est junior, mid, senior, expert et tout. Donc si on fait la même chose pour ce champ, on aura la même valeur. Mais l'idée de ce que nous souhaitons faire, nous ne souhaitons pas envoyer une seule valeur, mais nous voulons envoyer vers l'extérieur tous les critères, comme nous l'avons ici, à savoir le niveau et le type. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir trouver un moyen de combiner ces deux champs et d'envoyer les valeurs à chaque fois que l'une des valeurs change. Donc l'idée serait que lorsque je clique par exemple, je viens sur l'interface et que je clique sur junior, que je puisse envoyer vers l'extérieur le type qui est nul et le level qui est égal à junior. Donc lorsque je vais cliquer sur backend, que je veuille envoyer vers l'extérieur la valeur type qui correspond à backend et que le level soit junior pour que la requête se fasse bien. Donc pour pouvoir faire cela, il faut trouver une façon de combiner ces deux, les valeurs, les changements de valeur pour ces deux champs. Donc il y a l'opérateur qui permet de faire cela et le combine les tests. Donc il y a d'autres opérateurs de combinaison de flux comme le merge par exemple. Mais lorsqu'on va utiliser le merge, dans ce cas, on va voir que les valeurs seront déclenchées sur les différents champs lorsque les valeurs seront envoyées de façon séparée. C'est-à-dire qu'on va voir juste une émission de valeurs. Mais l'idée, c'est d'avoir les dernières valeurs émises sur ces deux champs et de les envoyer. Donc j'avais dit que le merge, c'est un opérateur de combinaison de flux, mais ne permet pas de résoudre ce problème. Donc pour pouvoir tester ces deux choses, ici, je vais créer un nouveau flux que je vais nommer, par exemple, criteria, comme ça. Donc je vais créer ce flux qui sera dans un premier temps un merge de ces deux flux que nous avons ici. Donc l'idée, c'est juste de montrer que le merge ne permet pas de faire cela ou que ça ne répond pas à notre
besoin, malgré que c'est un opérateur de combinaison de flux. Donc, si je fais un subscribe ici, et que je reviens là, donc je viens de merger ou de combiner l'émission de valeur au niveau des deux champs. Mais le comportement, c'est que vu que c'est un merge, c'est un opérateur qui dit, à chaque fois que je déclenche des changements de valeur au niveau de l'un des champs, émet la dernière valeur en question. Donc ça veut dire que lorsque je vais cliquer sur Full Stack, donc j'ai Full Stack qui est déclenché. Lorsque je clique sur Senior, Senior est déclenché. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que lorsque je clique sur Full Stack et que je clique sur Mid, que ma valeur déclenchée soit Full Stack et Mid. Mais pas un à la fois. Donc d'où le merge ne permet pas de résoudre ce problème. Donc l'opérateur utilisé dans ce cas, c'est le combine les tests. Donc la particularité, donc on me dit ici que cette notation est dépréciée. Donc il y a une nouvelle notation qui est l'utilisation des crochets de cette façon. Donc ça veut dire que la première valeur ça veut dire qu'à la récupération de la valeur, maintenant j'aurai un tableau qui va contenir deux valeurs. La première valeur sera le niveau, la seconde valeur sera le type. Mais la particularité du combine light test, avant que ceci ne soit déclenché ou que le combine light test n'émette de valeur, il faut que ces deux flux émettent au moins une fois de valeur. Donc il faut ici que le level émette une fois la valeur, il faut que le type également émette au moins une fois une valeur pour que le combine light test puisse commencer le déclenchement de l'émission de valeur. Donc pour tester cela, on va aller sur l'interface. Donc vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur Full Stack, je n'aurai rien. Et lorsque je vais cliquer sur Senior, c'est là que j'aurai des valeurs qui vont commencer par être émises. Pourquoi? Parce qu'il faut que au moins les deux, il faut que chacun de ces flux que nous combinons émette au moins une fois de valeur pour que le combine light test commence par fonctionner. Donc ça, c'est sa particularité. Donc on voit maintenant que lorsque je clique sur Fontaine, j'ai Fontaine et Expert qui sont envoyés. Lorsque je prends par exemple Senior, donc j'ai Senior, Fontaine et Senior qui me sont envoyés. Donc comme on l'a vu, si je reviens ici, donc nous avons le level qui apparaît en premier, qui représente ces valeurs, et nous avons le type qui vient en seconde position. Et la question se posait dans ce cas, comment faire pour pouvoir déclencher cela, l'émission de valeur, au moins une fois la première fois qu'on vient sur l'interface. Parce qu'il faut au moins qu'on déclenche cette émission de valeur pour éviter d'avoir ce comportement bizarre que nous avons et qui nécessite qu'on clique au moins deux fois pour pouvoir déclencher l'émission de valeur, commencer l'émission de valeur. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir, ici nous allons modifier un peu les choses. Donc nous allons dire au niveau du level 1 que nous souhaitons modifier ce comportement pour qu'il puisse commencer par émettre des valeurs dès qu'on arrive sur l'interface. Donc pour pouvoir dire que nous souhaitons commencer par émettre une valeur dès qu'on arrive une fois, donc il faut utiliser le start with. Et là, qu'est-ce que nous souhaitons émettre comme première valeur lorsqu'on vient sur l'interface? C'est le nul. Pourquoi nul? Parce que nous avons vu que all correspond à nul. Lorsque nous avons cliqué tout à l'heure dessus, nous avons vu que la valeur derrière c'était nul. Donc nous allons faire la même chose pour le type également, pour le forcer à émettre une valeur la première fois qu'on arrive sur l'interface. Donc si on revient maintenant sur l'interface, on voit que dès qu'on vient la première fois sur l'interface, même sans avoir cliqué quelque part, nous avons deux valeurs qui sont émises ou que nos combine light test fonctionnent. Et ces deux valeurs déclenchées initialement sont les valeurs nulles. Donc vu que maintenant ces flux ont émis des valeurs au moins une fois chacun, donc lorsqu'on va cliquer maintenant ici, vu que ces deux ont déjà émis des valeurs au moins une fois, donc notre fonctionnement va continuer normalement. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur Backend, donc j'ai une valeur qui est déclenchée automatiquement. Donc pareil, lorsque je fais le contraire et que je fais ça, j'ai le déclenchement qui se fait automatiquement. Donc là, nous venons de mettre en place au moins la récupération des critères de sélection. Donc il va juste nous falloir maintenant mettre ça sur le bon format et envoyer ça vers le service qui va se charger de faire l'appel vers le backend. Donc ici, j'ai fait exprès de ne pas
mettre le pipe pour faire le décontil destroy. Donc, il faut se rappeler de faire ça à chaque fois. Donc, dans notre cas, nous allons mettre donc ici, nous sommes dans un combine latest. Donc, on fait le critère de recherche. On fait un subscribe dessus et c'est là qu'on doit émettre les valeurs. Donc ici, ce que nous pouvons faire, nous allons mettre un pipe ici et faire un take until destroy comme nous l'avons fait précédemment pour dire en Angular que nous souhaitons arrêter l'écoute sur ce flux Criteria dès que le composant dans lequel nous nous trouvons est détruit. Donc ensuite, dans notre console log ici, au lieu de faire un console log, nous allons récupérer nos différentes valeurs et les utiliser. Donc ici, nous avons vu tout à l'heure que nous avons un tableau et que la première valeur représente pour nous le niveau. Donc on va dire que ici, la première valeur, c'est le niveau et que la seconde valeur représente pour nous le type. Donc on va utiliser la déstructuration pour pouvoir récupérer ces deux valeurs. Et nous allons juste émettre ces valeurs vers l'extérieur. Donc ce qui nous est demandé de faire ici. Donc au lieu d'émettre nul, nul, donc on va juste émettre les valeurs en utilisant la forme simplifiée. Donc si tout marche bien, ça veut dire que lorsqu'on va retourner sur l'interface, lorsqu'on vient la première fois sur l'interface, ce code va s'exécuter. Donc on va créer la combinaison de flux ici. Après la création de la combinaison de flux, on va souscrire dessus. Et vu que ceci déclenche la première fois les valeurs nul, nul, donc ça va déclencher la valeur level qui sera nulle, la valeur type qui sera nulle également. Ça va envoyer ce filtre vers l'extérieur et sur notre page, ce filtre sera récupéré et sera utilisé pour pouvoir effectuer la requête que nous avons ici. Donc on s'attend à ce que la liste des développeurs vérifiant le critère que nous venons de renseigner, c'est-à-dire nul, nul, c'est-à-dire que le type n'est pas précisé et le niveau également n'est pas précisé, soit affiché dans la console. Donc si on retourne là, donc là, j'actualise ma page, je retourne dans la partie network, donc je vois que je n'ai rien ici. Donc on va voir à quoi cela est dû. Donc ici, déjà, est-ce que les choses se passent bien? Donc nous allons vérifier rapidement. Donc au niveau du filtre, j'émets la valeur vers l'extérieur. Donc on va essayer déjà d'afficher dans un premier temps ces valeurs pour voir si tout marche bien ou pas. Donc si je vais dans la console déjà, donc je vois que les valeurs sont bien envoyées vers l'extérieur. Donc si je vérifie au niveau de mon composant ici, le onFilter, donc je vais faire pareil ici. Je fais console log ici. Je vais afficher par exemple CR, dire que c'est le critère que je souhaite afficher. Et que je vais afficher ici la valeur du critère. Donc j'ai le level qui est affiché, mais on voit ici que la valeur du critère n'est pas affichée. Donc on s'attend que cette valeur soit affichée, ce qui n'est pas le cas. Donc on va voir ici pourquoi on a ce comportement. Je regarde ici. Je vais juste relancer l'application pour voir. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose qui est déclenché. Donc, pourquoi le CR n'est pas déclenché pour la première fois? Je reviens là, c'est bizarre. Je viens au niveau de mon filtre. Ok, j'ai un comportement un peu bizarre ici que je comprends pas.
faut que je clique au moins une fois pour que ça soit déclenché. Ce qui n'est pas normal. Donc l'émission de valeur ici ne se fait pas potentiellement au bon moment, ce qui n'est pas normal. Et si je vérifie ici. Ok, je vais laisser cela pour le moment comme ça. Nous allons nous focaliser sur le reste et revenir sur cela pour voir en détail pourquoi ça ne marche pas. Donc si nous revenons sur l'interface, donc supposons que j'actualise de nouveau, que je choisis une valeur ici. Donc j'ai le level qui correspond à junior, j'ai le type qui est nul et j'ai une liste de développeurs qui m'est retournée ici. Donc ce qui correspond bien à ce que nous voulons ici. Donc lorsque nous cliquons ensuite sur le détail d'un développeur pour essayer d'afficher ces détails, donc pour le moment nous n'avons aucun comportement. Mais l'idée serait pour le recruteur de pouvoir, au clic sur le bouton détail, de pouvoir afficher les informations du développeur ici. Donc cela veut dire que c'est seulement au clic sur le bouton de détail que nous allons faire la requête pour pouvoir afficher ces informations. Et nous avons vu tout à l'heure que si nous prenons les informations sur le développeur, nous avons une partie country qui va nous permettre de récupérer les informations sur le pays. Nous allons utiliser cette information pour pouvoir afficher le nom du pays dans un premier temps en utilisant le endpoint que nous avons vu tout à l'heure. Donc le endpoint ici. Nous allons faire cette première requête et ensuite voir comment nous allons réaliser l'affichage du currency. Donc il va falloir nous focaliser maintenant sur ce composant que nous avons ici. Donc lors du filtre, je récupère la liste et j'affiche les informations contenues dans la liste en modifiant ces informations que nous avons ici. Donc nous avons un appel ici qui se fait pour pouvoir récupérer les informations en se basant sur les critères que nous avons saisis ici. Et ensuite, nous utilisons cette information pour pouvoir afficher les détails sur le développeur. Donc, ce que nous souhaitons faire ici, nous avons un to-do que nous allons mettre en place. Donc, on dit display the selected dev country plus currency. Donc, dans un premier temps, on dit de récupérer, d'afficher les informations sur le pays. Donc, lors de l'appel lors du clic sur le bouton détail que nous avons ici sur l'interface, donc lorsque je clique sur détail ici, derrière c'est le code qui est appelé. Donc il suffit de se référer à ce que nous avons ici. Donc lorsqu'on clique sur le bouton détail, donc il y a cet événement qui est envoyé vers l'extérieur et qui nous permet de pouvoir faire appel à ce callback. Donc si je me réfère encore à ce que j'ai ici, donc j'ai la liste des développeurs qui peut émettre un événement qui est le on details ici. Donc on va juste se focaliser sur cela. Donc si je reviens là, donc on me dit de faire appel à mon service en passant l'information sur le développeur. Donc ici, il va falloir faire appel au API service et faire appel à la bonne méthode. Donc c'est le get country by numeric code. Vu que pour les développeurs, nous avons seulement accès au code numérique comme nous l'avons eu ici. Donc ça veut dire que lorsqu'on clique sur le développeur, nous allons faire cet appel. Donc on va faire 10. On va faire plutôt le développeur. On va récupérer son country. Donc nous allons procéder plutôt autrement. Donc on va utiliser plutôt la déstructuration ici. Donc on va dire que pour un développeur, nous souhaitons récupérer son country. Donc il va falloir maintenant faire notre subscribe. Donc ce qu'il faut noter ici, dans le cas des appels HTTP, je ne fais plus de onSubscribe parce que la requête se fait une fois
Et dès que nous avons une réponse du serveur, le flux est complété. Donc, pas besoin de faire une désouscription dans le cas des appels en utilisant le HTTP client. D'où le fait que je ne fais pas de pipe take until destroy dans le cas où je fais des appels vers des services API comme ça. Donc, lorsque nous faisons le subscribe, ça nous permet de récupérer les informations sur le pays. Donc ici, le country, ça représente pour nous le country code en réalité. Donc on peut dire ici que cette valeur représente pour nous country num code par exemple. Donc c'est cette valeur que nous passons ici. Et ceci nous permet de récupérer en sortie l'information sur le pays. Donc cette information, il faut maintenant l'afficher sur l'interface. Et si on se réfère à ce que nous avons ici, donc nous avons le detail block qui prend en paramètre un country et un currency. Donc si on se réfère au country, c'est-à-dire à la valeur qu'on doit lui passer ici, donc on voit que c'est juste une chaîne de caractères. Donc nous allons faire pareil. On va dans un premier temps afficher les informations ici et voir ce que nous récupérons, si c'est bon ou pas, et après récupérer la bonne valeur et l'utiliser. Donc là, si je retourne sur l'interface, donc nous avons notre petit bug, je clique sur détail, donc j'ai les informations qui me sont affichées ici. Et ce que nous souhaitons afficher, en réalité, c'est juste le nom du pays. Donc on peut récupérer le name ici et l'utiliser pour notre affichage. Donc on va juste faire ici this current dev country et lui passer la valeur correspondant au country.name ici. Donc on refait le test. Donc, choisis par exemple le développeur backend. Je pense au développeur. Donc, il est en France. Je pense au développeur. Il est au Swaziland. Donc, les valeurs sont bien affichées. Donc, la deuxième chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'afficher le currency ici. Donc, pour le currency, si on se retourne, on se réfère plutôt au endpoint que nous avons ici. Donc, il nous faut faire une deuxième requête après avoir effectué la première requête nous permettant de récupérer les informations sur le pays. Donc, il nous faut ici faire une seconde requête pour pouvoir récupérer l'information et l'afficher. Donc, c'est comme si on faisait quelque chose comme ça. Donc, il va falloir faire quelque chose comme ça. This.API service. Faire un get currency. Get country, ok, currency info, et passer maintenant le code correspondant au pays. Donc si nous nous référons à ce que nous avons ici, donc nous avons les informations sur le pays, nous avons une partie code qui nous permet de récupérer le code que nous aurons utilisé pour la seconde requête. Donc nous allons récupérer ce code et l'utiliser pour travailler alors. Donc ici, je vais mettre en place une déstructuration ici. Donc on va dire sur le country que nous souhaitons récupérer le name et le code. Donc le name, on va l'utiliser ici. Et le code, on va l'utiliser ici. Et ici, vu que c'est un appel service, il va falloir faire un subscribe. Et lors du subscribe, nous allons utiliser la valeur. Donc, cette valeur récupérée maintenant va correspondre au currency. Et ce currency, nous allons l'utiliser pour... donc, on va juste l'afficher. Donc, ici, en procédant de cette façon, on fait encore un subscribe dans un subscribe. Donc, j'avais dit que c'est un anti-pattern. Et la solution, dans ce cas, c'est de
utiliser un high order observable. Donc tout à l'heure, nous avons vu le cas du switch map qui permet de créer, d'annuler les requêtes qui sont en cours et de prendre la nouvelle requête qui a été créée. Mais dans ce cas, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons, dans un premier temps, faire cet appel, s'assurer que cet appel est terminé, et ensuite faire une seconde requête qui est la requête qui est ici. C'est-à-dire nous voulons créer un nouveau flux en sortie, qui est ce flux que nous avons là. Donc encore une fois, il va falloir déjà utiliser un high order observable pour pouvoir éviter ces nested subscriptions. La question à se poser, c'est lequel utiliser maintenant. Donc dans ce cas, vu que nous souhaitons dans un premier temps attendre que cette requête finisse avant de faire une seconde requête qui est la requête ici. Donc le high order observable ou opérateur qui permet de résoudre le problème dans ce cas, c'est le concat map. Donc il permet d'attendre que le flux en amont se termine pour procéder à la création d'un nouveau flux en sortie qui sera utilisé par les souscripteurs qui sont sur le flux en question. Donc pareil, nous allons procéder comme tout à l'heure. Donc je vais dans un premier temps commencer par mettre en commentaire cette partie et nous allons appeler progressivement. Donc ici, après la récupération du country code, je sais que je dois ici utiliser un high order observable pour faire quelque chose. Donc ce high order observable, nous avons dit tout à l'heure que c'est le concat map. Et nous avons vu que les high order observable, c'est qu'il permet de récupérer une valeur et de retourner en sortie un nouveau flux. Donc le flux que nous souhaitons retourner à la sortie, nous savons que c'est ce flux. Donc c'est la valeur qui est ici, donc je peux même l'écrire en une fois comme ça, si je le souhaite. Donc on va faire simple, donc on retourne ceci. Et le code dont nous avons besoin ici, il s'agit du code qui a été récupéré lorsque nous avons effectué cette première requête. Donc nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous avons effectué cette première requête, ça nous a donné accès à une valeur qui est le country. Donc ensuite, nous avons utilisé cette valeur. Donc on va reprendre le code que nous avons ici. Nous l'avons déstructuré, nous avons récupéré le pays courant. Et nous avons également utilisé le code pour pouvoir effectuer la prochaine requête. Donc on a quelque chose au final qui s'apparente à ça. Et c'est maintenant sur ce flux en sortie que nous allons souscrire à la fin. Donc il nous faut maintenant un subscribe ici. Et dans ce subscribe, vu que le flux en sortie sera les résultats ici de cette requête, donc ce que nous allons récupérer à la fin serait le currency, qui sera la valeur ici. Donc ça veut dire qu'on aura le currency. Et maintenant, nous pouvons affecter ici la valeur de notre dev currency. Donc, il s'agit ici, si on vérifie, d'une chaîne de caractères. Donc, ça va correspondre au currency que nous avons récupéré ici. Donc, si on se réfère à l'API que nous avons, donc les currency, la valeur qui nous intéresse, c'est le currency name. Donc, on va faire ici currency name pour pouvoir récupérer la valeur. Donc après cela, on peut se débarrasser de tout ça. Donc l'idée, c'était d'aller progressivement pour avoir une idée de ce que nous faisons. Donc ça, je peux enlever tout ça. Donc c'était des to-do. Donc nous avons réalisé tout ça. Donc je peux me débarrasser de ça. Nous allons retourner sur l'interface et refaire un test pour voir ce que ça donne. Donc je prends par exemple backend. J'ai certains développeurs, je vais afficher leurs détails, donc je prends celui-ci. Donc je vois que j'ai le Togo et que j'ai le CFA qui est utilisé. Je prends celui-ci, il est du même pays, donc même valeur. Je prends celui-ci, Switzerland, c'est la valeur qui est, c'est plutôt le currency qui est utilisé. Donc ici, on peut
regarder un peu et analyser ce qui se fait dans la partie requête. Donc, je viens sur la page la première fois. Donc, on a notre fameux bug que je ne l'ai pas me fatiguer à débugger. Donc, on clique sur Backend. Et on vous dit, par exemple, qu'on veut des experts. Donc, déjà, au niveau de la requête, si on vérifie la requête qui est faite, donc on voit qu'on a développeur, level expert et le type, c'est backend. Et si on vérifie pour les deux, donc nous avons un qui vient du pays dont le code est 768 et l'autre 768 également. Donc si on clique sur le premier, donc on voit que la requête est faite pour pouvoir récupérer le pays et on voit que le pays c'est le Togo dans ce cas. Et nous avons une seconde requête qui est faite juste après pour pouvoir récupérer le courant ici et l'utiliser pour effectuer l'affichage de la valeur ici. Donc, on voit que nous avons tout qui est bon. Donc, on peut faire un autre test si on prend les développeurs full stack, par exemple. Donc, si je prends celui-ci, il est du Gabon. Et si on se réfère aux requêtes, donc nous avons les requêtes qui sont également faites pour retourner les bonnes valeurs. Donc, on vient ici d'utiliser la combinaison des différents opérateurs pour pouvoir mettre en place nos différentes implémentations. D'abord, la mise en place de notre filtre ici qui nous permet de rechercher des pays en fonction des valeurs que nous tapons ici. Et nous avons également mis en place notre recherche multicritère en utilisant les informations dont nous disposons ici. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons combiner les différents opérateurs progressivement pour réaliser des implémentations et répondre à des besoins spécifiques. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, donc l'idée, c'est de montrer un peu comment on peut combiner différents opérateurs pour répondre à des besoins ou comment nous pouvons utiliser RxJS pour résoudre des problèmes spécifiques. Concernant l'émission de valeur qui ne se faisait pas, donc cela est dû ici au fait que l'émission de valeur ici se fait trop tôt, avant même que le composant ne soit bien créé ici. Donc pour pouvoir corriger ce problème, il suffit de nous servir du ngOnInit ici. Donc au niveau du composant permettant de faire le filtre, donc il faut juste implémenter un hook ici qui nous permet de nous assurer. Donc on va implémenter le onInit ici. Donc il s'agit des hooks Angular qui nous permettent de savoir ou d'exécuter des codes après lors de l'initialisation du composant. Donc on peut ici implémenter le ngOnInit suite à l'implémentation de cette interface. Donc c'est une interface qui nous force à implémenter le ngOnInit. Donc on va juste s'assurer que nous souscrivons à ce flux seulement après la création du composant. Donc ça veut dire que tout ceci, je peux en principe les déplacer hors d'ici. Donc je peux le déplacer quelque part ici et dire que tout ça maintenant représente des propriétés de mon composant. Donc ici, je peux ramener ceci, je vais dire index.level 10.type. Donc le constructeur, je peux m'en débarrasser. Et à l'heure de l'initialisation, je vais m'assurer peut-être qu'après l'initialisation, c'est seulement après l'initialisation que je déclenche. Donc si on revient sur l'interface ici, j'ai une erreur. Il me dit quoi? Ok, le tcountildestroy, ici je l'utilise dans le ngOnInit. Ok, donc dans ce cas, le tcountildestroy,
on peut lui passer un paramètre supplémentaire. Dans ce cas, lorsqu'on l'utilise en dehors du contexte d'initialisation de notre composant, donc il va falloir lui passer un paramètre supplémentaire qui est le destroy_ref ici. Donc ici, pour pouvoir faire cela, je vais dire juste ici que j'ai mon destroy_ref. Donc ici, je vais injecter le destroy_ref et l'utiliser comme valeur ici. Donc ça, c'est une particularité au niveau d'Angular. Donc là, on voit que lorsque je viens la première fois sur l'application maintenant, la requête multi-critères est bien déclenchée ou que mon filtre est bien déclenché. Donc avant, c'était un problème d'initialisation qui faisait que la façon dont j'ai écrit le code, vu que j'ai mis cette écoute de valeur dans le constructeur et que cette valeur ou cette émission de valeur est un peu appelée un peu plus tôt, avant même la création complète du composant ou de l'ordre de l'initialisation du composant. C'est ce qui fait que cette valeur n'est pas récupérée, ou plutôt n'est pas envoyée vers l'extérieur et n'est donc pas prise en compte par mon filtre qui est ici. Donc le problème venait de là. Donc maintenant que c'est corrigé, donc si on se réfère à ce que nous avons ici, donc on va voir que la requête se fait la première fois qu'on vient sur la page. Donc on voit qu'il y a une première requête qui est faite. Et ici nous aurons, si on regarde la partie header, donc on n'a aucun critère qui est passé, vu que les critères sont nuls dans ce cas. Donc on voit que tout fonctionne comme on l'aurait souhaité. Donc voilà comment corriger le souci en question, ou d'où provenait le souci en question. Ce serait dommage de terminer cette vidéo sans parler de la gestion des erreurs. Dans ma précédente vidéo sur la programmation réactive avec RxJS, j'avais mentionné le fait que une mauvaise gestion d'erreurs au niveau d'un flux peut casser le flux, et qu'il était important de toujours gérer le cas d'erreur au niveau d'un flux donné. Nous allons donc voir à quoi cela ressemble dans la pratique, puis voir comment nous pouvons mieux gérer les erreurs ou corriger ce problème. Nous allons donc reprendre notre premier exercice qui consistait à mettre en place l'implémentation d'une recherche dans une liste de pays. Donc en supposant par exemple que je souhaiterais taper ici la valeur French et que je commence par faire ceci, donc nous avons la requête qui est effectuée normalement et on voit que nous avons les résultats de la requête qui nous est affiché ici. Donc lors de l'implémentation tout à l'heure, lorsque les valeurs sont modifiées, nous émettons une valeur que nous utiliserons en plus tard pour faire la requête qui nous retourne le résultat issu de cette requête que nous utilisons pour faire notre affichage ici. Donc supposons que entre le temps où nous tapons FR et le moment où nous tapons le reste des valeurs, c'est-à-dire French, pour avoir le test final, que nous ayons une erreur au niveau du flux qui effectue ou de l'observable qui effectue la requête ici. Donc supposons que pendant ce moment, il y a une coupure de connexion qui crée une erreur. Donc on passe en mode offline ici pour simuler que nous n'avons plus de connexion. Donc cela veut dire que pendant ce moment, lorsque je vais faire E, donc il y aura une requête qui sera effectuée, mais vu qu'il n'y a pas de connexion, donc j'aurai une erreur sur le flux en question. Donc on voit ici que j'ai une erreur et que je n'ai aucun résultat issu de cette requête. Donc une première chose que nous pouvons faire dans ce cas, c'est de gérer l'erreur au niveau de la souscription. Mais en faisant cela, cela ne résout pas le problème de casser le flux qui émet la valeur. Donc il y a d'abord la gestion des erreurs au niveau des souscripteurs et la gestion des erreurs au niveau du flux lui-même. Donc si nous retournons dans l'application ici et que nous reprenons notre composant de recherche, donc ici, c'est ici que nous effectuons la requête vers l'API. Et nous récupérons la valeur qui est la liste des pays que nous affichons, que nous envoyons ensuite vers l'extérieur pour l'affichage. Donc si nous souhaitons gérer les erreurs au niveau du souscripteur ou du consumer ici, ou de l'observer dans ce cas, donc on peut ajouter notre gestion d'erreurs ici.
Donc, il nous suffit de passer un second callback qui représente le callback de gestion d'erreur. Donc, notre éditeur de test nous dit ici qu'il n'accepte plus cette façon de faire qui est dépréciée. Donc, on va plutôt passer un objet ici. Et cet objet doit avoir maintenant deux propriétés. Donc, la propriété nest qui map sur un callback, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, représentant la gestion de la réception d'une nouvelle valeur. Et nous aurons un second callback qui sera error, qui sera mappé sur la gestion des erreurs. Donc ici, par exemple, nous pouvons effectuer quelque chose ici. Donc ce que nous faisons ici constitue la gestion d'erreurs au niveau du consommateur. Donc ça veut dire que ici, au lieu d'émettre une valeur, nous pouvons simplement dire que nous émettons ici une valeur qui est une liste vide lorsqu'une erreur se produit. Donc nous allons refaire le test de tout à l'heure. Donc si je reviens ici, que je réactive ma connexion, que j'actualise la page, que je fais FR, que j'attends, que je désactive ensuite la connexion, et que je fais maintenant E pour French. Donc on voit que j'ai une erreur qui se produit, et là, ma liste est vidée. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici au niveau de mon consommateur que j'émets une liste vide lorsqu'une erreur se produit. Ça, c'est la gestion d'erreur au niveau du consommateur. Mais lors de la vidéo précédente, j'avais dit que lorsqu'il y a une erreur qui se produit au niveau d'un flux, donc cela casse le flux, rendant le flux inutilisable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, on ne peut plus souscrire dessus, ou les souscripteurs, plus tard, lorsqu'on va même émettre des valeurs sur ce flux, donc les souscripteurs ne pourront plus voir ces valeurs qui seront envoyées depuis l'observeur. Donc on ne peut plus envoyer même de valeurs sur le flux en question. Donc si je reviens ici, ça veut dire que tout ce qui se passe ici, donc vu que ce flux est constitué d'un flux en entrée sur lequel nous mettons des pipes et qu'à la fin, nous créons un flux en sortie. Donc ça veut dire que c'est ici que le flux sera cassé. Donc tout ce qui est ici ne sera plus utilisable. Donc pour démontrer cela, il suffit, après avoir fait cette requête, de taper la valeur n par exemple. Donc on voit que il n'y a plus de requête effectuée après la production d'erreurs ici. Donc même si je tape des valeurs après, donc il n'y a rien qui se passe, même si je fasse tout ceci. Donc on voit que notre application ne réagit plus. Et là, la raison elle est simple, c'est parce que notre flux en amont ici est cassé, vu que nous n'avons pas géré le cas d'erreur dans ce cas. Donc c'est ce qui fait que, même si nous tapons des valeurs plus tard, donc rien ne se passe plus ici, et aucune requête n'est plus effectuée. Donc tout ce flux est cassé. Donc tout ce qui est en amont ici est cassé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce comportement. Donc pour pouvoir gérer le cas d'erreur au niveau des flux, donc il y a un opérateur qui permet de faire cela. Et cet opérateur, c'est le catch error. Donc le point important ici, c'est qu'il faut le placer au bon endroit. C'est-à-dire au niveau, il faut le brancher sur le flux au niveau duquel nous souhaitons gérer l'erreur. Donc dans notre cas, nous souhaitons gérer l'erreur qui se produit au niveau de cette requête. Donc ça veut dire qu'ici, nous allons mettre un pipe ici sur ce flux spécifique et gérer le cas d'erreur ici. Donc on va dire ici que lorsqu'il y a une erreur, que nous souhaitons faire quelque chose. Donc s'il faut noter au niveau de ce flux, c'est qu'il prend en paramètre l'erreur qui se produit et doit retourner un nouveau flux pour que le flux en amont ne soit pas cassé. Donc il faut forcément retourner un nouveau observable ici. Et c'est sur ce nouvel observable que le souscripteur ici sera souscrit au final. C'est-à-dire que c'est la valeur qui sera envoyée par ce nouveau observable que les consommateurs vont voir à la sortie. Et cela permet d'empêcher le comportement que nous avons tout à l'heure, c'est-à-dire de casser le flux. Donc généralement, ce qui se fait ici, ça c'est selon, à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Donc on peut choisir par exemple d'émettre juste une valeur. Donc dans notre cas, vu que cette requête doit retourner une liste de valeurs, donc on peut dire que nous allons retourner juste un flux qui émet un tableau vide lorsqu'une erreur se produit. Donc on va faire un save et retester l'application. Donc si je retourne dans l'application
que je désactive je réactive plutôt la connexion, que je refais le test. Donc, je viens ici, je fais FR. Je viens là, je désactive la connexion. Je tape E. J'ai une erreur qui se produit. Je tape la valeur N. Je vois maintenant que les requêtes se font même après la production de l'erreur. Et la raison, elle est simple, c'est parce que nous avons géré le cas d'erreur au niveau du flux, au niveau duquel nous effectuons la requête, de sorte que lorsqu'il y a une erreur, nous recréons un flux qui émet une nouvelle valeur qui est le tableau vide. Et c'est ce qui explique le comportement que nous avons ici. Donc on voit que notre flux n'est pas cassé et que lorsque nous continuons de taper des valeurs après, que tout continue par fonctionner comme on le constate ici. Donc on voit qu'il y a d'autres requêtes qui sont effectuées après. Donc cette façon de faire nous permet de gérer les erreurs, de ne pas casser notre flux. Ce qui permet plus tard, lorsque la connexion revient, par exemple, en supposant que la connexion revienne, lorsque nous avons la valeur H, donc on voit que la requête marche maintenant vu que nous avons la connexion et notre interface n'est pas cassée. Bon, c'est un point important à prendre en compte lorsqu'on travaille avec les flux. La gestion des erreurs, c'est vraiment important. Donc ici, il dit que là, ceci, le catch error, permet de gérer l'erreur au niveau du flux pour que le flux ne soit pas cassé. Mais ici, cette gestion d'erreur, c'est juste une gestion d'erreur au niveau du souscripteur. Donc avec ce que nous avons mis ici, ça veut dire qu'à aucun moment, on n'aura plus d'erreur qui se produira qui sera liée au flux que nous avons ici, c'est-à-dire la requête d'erreur ici. Mais avec ce que nous avons, rien n'empêche, par exemple, qu'il y ait une erreur qui se produit toujours ce flux et qui soit liée à un problème, par exemple, ici. Donc dans ce cas, il va falloir mettre le catch error ici. Donc en supposant que nous souhaitons gérer les erreurs de façon globale au niveau de tout ce qui se passe ici, donc ça veut dire que c'est ici que nous devons dans ce cas placer notre catch error. Donc il faut s'assurer de placer le catch error, l'opérateur, au bon endroit, selon ce que nous souhaitons faire. Donc si c'est au niveau de tout le flux que nous souhaitons gérer cela, donc nous pouvons le mettre ici, le catch error ici. Et si c'est plutôt au niveau d'une requête spécifique que nous souhaitons réaliser cela, donc il faut le mettre au bon endroit en fonction du besoin. Donc si je déplace par exemple ce catch error qui est ici et que je le mets là, et que j'enlève cette partie, donc j'aurai le code qui va fonctionner, mais la signification est différente. Donc on va tester cela. Donc je fais FR ici, je coupe la connexion, je fais E, il y a une erreur qui se produit, je fais N, donc là, le comportement est différent parce que nous écoutons ici une gestion d'erreur globale. Donc on n'a pas pu capturer l'erreur au niveau de notre flux ici. Donc on voit que nous avons le comportement, lorsque nous avons changé le code, nous avons le comportement qui revient au comportement initial qu'on avait avant de mettre en place le catch error que nous avons ici. Donc c'est important de savoir à quel niveau nous gérons l'erreur ou à quel niveau vous placez le catch error. Donc dans le cas que nous avons ici, on voit bien que lorsque nous mettons le catch error au niveau de notre requête, vu que c'est la requête qui échoue, le catch error agit au niveau de ce flux. Alors que ici, nous l'avons de façon plus globale. Donc c'est important de placer le catch error au bon endroit. Donc la signification peut être différente en fonction de la façon de là où vous placez le catch error en question. Donc autre chose ici, c'est que lorsque nous plaçons le catch error ici pour gérer l'erreur qui se trouve dans ce cas, qui est lié dans ce cas au flux que nous avons ici, ça veut dire que si l'erreur qui se produit est liée à la requête que nous faisons ici, et qu'il n'y a jamais d'erreur qui se produit au niveau des éléments que nous avons en amont ici, donc cela veut dire qu'au niveau de notre flux, il n'y aura jamais d'erreur. Donc ce cas ne va plus jamais se produire vu que nous gérons cela ici et nous retournons une valeur
à travers le nouveau flux que nous créons ici. Donc, c'est seulement ce code qui va s'exécuter dans ce cas. Donc, on n'aura plus besoin de gérer ce cas en réalité. Donc, encore une fois, tout dépend de la façon dont nous écrivons les choses ou que nous gérons les erreurs. Donc, le point important à savoir ici, nous avons la gestion d'erreurs au niveau du consommant ou de l'observeur qui se fait de cette façon, comme nous l'avons écrit ici. Et nous avons la gestion d'erreurs au niveau du flux lui-même qui se fait à travers l'opérateur Cathera. Donc, ceci s'applique également au niveau de... Donc, on remet les choses en place. On refait les tests. Donc, je fais FR ici. Je désactive. Même ici, vu que nous avons maintenant les catch errors, nous n'avons plus besoin de ça, vu que il n'y a plus d'erreur qui va se produire, qui ne soit liée aux requêtes que nous effectuons. Donc, je remets tout en place dans un premier temps. Donc, je fais FR ici. Je désactive. Je fais une erreur. Après, je tape encore une valeur. Les requêtes sont bien effectuées. Lorsque la connexion revient, donc ma requête va se faire et j'aurai le résultat qui me sera affiché comme je le souhaite. Donc, le même principe est à appliquer ici au niveau du filtre ici. Donc, nous n'avons pas réalisé la même chose ici, mais le même principe s'applique ici. Donc, ce que je viens de dire ici s'applique également pour les éléments que nous avons ici. Donc, dans ce cas, nous émettons également des valeurs lorsque les critères changent ici et nous effectuons une requête à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton que nous avons là. L'un des boutons que nous avons là. Donc, à nous de savoir comment nous souhaitons gérer les erreurs. Est-ce que nous souhaitons gérer l'erreur juste au niveau du consommant ou est-ce que nous souhaitons gérer l'erreur au niveau du flux pour éviter de casser le flux? Donc, ça dépend du besoin ou de la façon dont vous écrivez votre application ou du besoin auquel vous essayez d'apporter une solution. Donc, voilà pour la gestion des erreurs dans la pratique. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à partager ce contenu également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu de la chaîne. Et en faisant cela, cela améliore également la visibilité de la chaîne. Donc je mettrai en description également de cette vidéo le lien vers ces différents repos pour vous mettre dans les mêmes conditions afin de pouvoir effectuer les mêmes tests et réaliser les implémentations comme je l'ai fait par vous-même. D'ici là, portez-vous bien.